Stéphane Pedrazzi. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 8h41, Esprit libre sur Radio Classique. Avec nous ce matin, la rédactrice en chef du magazine Le Point, Géraldine Vosner, et l'éditorialiste Jean-Marie Colombani. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, ça se refroidit sérieusement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Meilleurs amis lundi, meilleurs ennemis aujourd'hui. Les États-Unis ont lancé des sanctions contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes. Cette fois, c'est la rupture. En tout cas, c'est la première fois qu'il sort, je dirais, la nitroglycérine. Oui. Personne n'avait jamais osé, y compris Joe Biden, aller aussi loin dans les sanctions. Pour quelle raison ? On l'a vu, sitôt l'annonce, les prix du pétrole ont augmenté de 5% sur les marchés mondiaux. Donc, ça vise évidemment la Russie, mais ça va impacter bien plus largement toutes les économies. C'est pour ça que c'était à manier avec extrêmement de précaution. Ça vient avec une autre décision qui est de lever les restrictions à l'emploi d'armes de longue portée qui permettent d'aller frapper la Russie plus en profondeur. Donc oui, là pour le coup, il sort la massue. Il vise des institutions financières qui facilitent les exports vers la Chine, qui a quand même importé 108 millions de barils l'an dernier, vers l'Inde, 90 millions. Donc ça devrait, c'est l'espoir, faire baisser ces flux de transactions. La première question, c'est est-ce que ça va marcher ? Parce qu'on sait que la Russie a développé depuis 2022 toute une flotte fantôme qui permet de contourner ces sanctions. Et puis la deuxième chose que ça m'inspire, c'est que c'est quand même un aveu de faiblesse de la part de Donald Trump. Il était rentré dans cette guerre en disant vous allez voir ce que vous allez voir, c'est un affrontement entre les deux mâles alpha de la planète, entre moi et Vladimir Poutine. Là, il s'aperçoit qu'il ne peut rien faire seul en réalité, qu'il a besoin notamment de convaincre la Chine. Il voit Xi Jinping la semaine prochaine de l'aider à faire pression sur les Russes, et il a besoin de l'Europe aussi. Jean-Marie ? Alors, avec Donald Trump, il faut reprendre séquence par séquence. Alors, on revient au tout début de la séquence. Il y a l'annonce par Donald Trump d'un sommet à Budapest. Petite parenthèse, Budapest, c'est l'endroit où, en 1994, se réunissent les Russes, les Américains, les Européens, et où il est décidé par voie de traité international qu'on rend les armes nucléaires qui sont en Ukraine, on les redonne à la Russie, en échange de quoi la Russie garantit l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça, c'est pour le petit rappel historique. Mais c'est un symbole. Et donc, il y a cette annonce d'un sommet, et donc avec à nouveau Trump qui dit on va faire la paix, ainsi de suite, une tonalité très très optimiste. Et en même temps arrive Zelensky à Washington pour demander des livraisons de Tomahawk, c'est-à-dire ces fameux missiles qui font non pas 200 ou 400 km de portée, mais plutôt 2000 km de portée, qui ont d'ailleurs été largement utilisés pendant les guerres du Golfe. Et donc, c'est ça qui est en discussion. À l'arrivée, que se passe-t-il ? Eh bien, Zelensky repart bredouille parce que entre-temps, il y a eu un coup de fil entre Donald Trump et le président russe, et que de ce coup de fil, il résulte que il y aura pas de Tomahawk. Donc on voit à nouveau un Trump qui s'aligne sur la position de la Russie et qui plie le genou devant les Russes. Et donc on se dit ça, c'est le scénario classique, c'est le scénario d'Anchorage, c'est à chaque fois il y a un coup de fil avec Poutine, d'où Trump sort est obligé de remballer sa marchandise. Et là, donc là, ce qui est surprenant, c'est que derrière cela, eh bien, Trump réagisse quand même et pose s'il le suit, s'il l'applique, une sanction qui cette fois a du sens et qui s'aligne d'ailleurs sur ce que font les Européens. Les Européens qui, par parenthèse aujourd'hui, dépassent en contribution largement la contribution américaine à l'aide à l'Ukraine, parce que la contribution américaine à l'aide à l'Ukraine c'est pratiquement arrêté depuis le mois de janvier. Et donc on s'interroge évidemment sur la pérennité de cela. Est-ce qu'il va aller au bout ? Est-ce que ça va être appliqué ? Si c'est appliqué, ça change quand même un peu la donne, d'autant que les Américains continuent d'aider l'Ukraine uniquement sur un point, c'est le renseignement. Et donc ce renseignement permet aux Ukrainiens d'essayer d'aller frapper à l'intérieur même de la Russie, donc de se défendre. Voilà où nous en sommes. Après, Trump nous a habitués. On pourrait faire une Trump review chaque matin d'ailleurs, qui serait peut-être, qui aurait peut-être parce que là, une titraille différente chaque jour. Voilà. Vous rembobiniez, Jean-Marie, c'était il y a une semaine. C'était vendredi dernier. Tout ça se déroule sur 24 heures. Donc voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui.
Sur justement cette réponse de concert, on pourrait dire, entre les États-Unis et l'Europe, ça aussi c'est quelque chose qui compte. Oui, ça compte, mais c'est pas inédit parce que il y a eu aussi une très forte coordination entre cette fois la France, donc l'Europe et l'Arabie Saoudite sur Gaza. Et le travail préparatoire qui avait été fait par ce couple, France et Arabie Saoudite, a permis à Trump ensuite d'avancer plus facilement, et notamment le fait d'avoir reconnu l'État palestinien de la part de la France, suivi par d'autres pays, a aidé la main de Trump pour faire plier Netanyahou. Donc il y a pas que des impasses dans tout ce qui se passe. Ouais. Et là c'est un petit peu la même chose. Il y a un travail préparatoire des Européens qui peut profiter à une issue diplomatique si on s'oriente enfin vers une issue diplomatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé là pour que Trump déclenche les sanctions? C'est qu'il y a eu un coup de téléphone entre le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, et le ministre des Affaires étrangères russe, d'où il est ressorti que c'était pas la peine d'aller à Budapest, parce que de toute façon, Poutine reste sur ses positions, ne changera pas et continue de vouloir une toute autre issue que celle que demande Donald Trump. Donc, c'est là que Trump a été un peu furieux de ça, probablement très vexé, et qu'il a enclenché le mécanisme des sanctions. Géraldine. Non, c'est très important effectivement qu'ils arrivent à se coordonner, mais on voit bien d'ailleurs qu'on critique beaucoup les va-et-vient de Trump. Là, en Europe, on a exactement les mêmes. Effectivement, il y a eu ce 19e train de sanctions qui a été décidé, qui vive pour la première fois le gaz naturel liquéfié russe. On l'avait jamais fait jusqu'à présent. Mais sur la question d'utiliser les quelques 300 milliards d'avoirs gelés, ça bloque. Ça bloque. On a repoussé la décision. On ne va pas le faire. La Belgique a dit oui, mais si on prend de l'argent de Poutine, il va prendre le nôtre. Donc on voit bien le chemin qui permettrait d'imposer une pression maximale, mais on n'arrive pas encore, ni aux États-Unis, ni en Europe, à l'emprunter jusqu'au bout. Donc chacun continue d'espérer un retour à la raison, je mets de gros guillemets, de Vladimir Poutine. Mais c'est vrai qu'on ne voit rien dans ce sens. Il reste sur des positions absolument maximalistes. Il exige la totalité du Donbass. Il exige tout. Lui, en tout cas, tous ces derniers mois, n'a pas bougé d'un iota sa ligne. Et par ailleurs, il prend plaisir à faire ce qu'il fait, à être ce qu'il est aujourd'hui, puisque au milieu d'une conférence de presse où il annonçait donc les sanctions, il est arrivé en sortant des tas de planches vous parlez de Trump, des grandes planches sur lesquelles il y a des photos, et parce qu'il est tout heureux d'annoncer qu'il va créer une grande salle de bal à la Maison Blanche. Donc il fait détruire une aile de la Maison Blanche pour installer cette fameuse salle de bal. Quand on regarde ces photos, alors il les déployait les unes après les autres avec un bonheur manifeste pour montrer à tout le monde, pour faire admirer à tout le monde. Et donc qu'est-ce qui ressort de ces photos, enfin de ces esquisses pour montrer ce que ça sera? De l'or partout, vraiment. Donc ça va ressembler à l'intérieur d'une Trump Tower, j'imagine, pour ce qui est de la future aile de la Maison Blanche. Et donc, et c'est une nouvelle pour lui largement aussi importante que tout le reste. Qu'une guerre en Ukraine. Voilà. Et moi, ça m'a fait penser à Ceausescu, mais bon, qui avait bâti un palais absolument gigantesque pour célébrer sa gloire. C'est pas la même chose, mais néanmoins, c'est le même esprit, quoi. Je peux démolir et reconstruire quelque chose de grandiose qui me rendra gloire, quoi. Mais parce que vous avez un showman en soi, cette idée d'agrandir la salle de réception de la Maison Blanche, elle est pas déconnante. La salle actuelle, elle est pas grande, elle peut accueillir à peine 200 convives. Exactement comme la salle des fêtes de l'Élysée. Les États-Unis, c'est quand même un plus grand pays. Là, il veut faire une salle où il pourra recevoir 650 personnes assises pour des dîners d'État. Je pense que son modèle, c'est plutôt le Great Hall of People de la Chine. Oui. Ça a de la gueule. Donc tant pis, s'il faut raser une aile, il le rase. Mais surtout, c'est la mise en scène qui est incroyable. C'est que
chaque élément de sa politique, de la politique américaine, devient un show télévisé, comme le dit Jean-Marie, avec implication, tout qu'un débat. Il ment comme un arracheur de dents face à la critique en disant que oui, Obama, lui, il avait dépensé 400 millions pour faire un terrain de basket. C'était quelques dizaines de milliers de dollars, c'était pas davantage. Enfin, voilà, mais c'est le style de Trump. Il faut absolument qu'on s'y habitue parce que ça ne changera pas. Maintenant, quand on fera le bilan de Trump, peut-être qu'on découvrira que cette fameuse salle de bal, une fois construite, ce sera peut-être la seule chose qui rendra l'Amérique plus grande que lorsqu'il est arrivé. Un des héritages de Donald Trump. On termine par un détour en France très rapidement, début des débats dans l'hémicycle sur le budget 2026, avec une issue plus qu'incertaine, une légère éclaircie tout de même pour Sébastien Lecornu cette semaine. Le Premier ministre, 3e personnalité préférée des Français, 31% d'adhésion selon le baromètre Cluster 17 pour le magazine Le Point. Qu'est-ce qui lui a fait marquer des points à Sébastien Lecornu ? Alors attention, il vole, mais il vole dans un ciel très bas. Tout le monde est bas, il est bien plus bas que ne l'était Michel Barnier. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il fait le plein total chez les macronistes. Les électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 lui accordent une confiance à 78%. Donc c'est massif, mais il ne décolle pas ailleurs. C'est vraiment, il fait le plein au centre et au centre uniquement. Et à ces places-là, il prend la place d'Édouard Philippe, qui lui dégringole, il fait le chemin inverse, parce que l'électorat macroniste, et en tout cas les soutiens qui restent du gouvernement, ont très 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 mal pris les appels à la démission d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est un répit. Alors Emmanuel Macron, lui, disparaît carrément. C'est un répit, mais c'est pas non plus un ancrage. Jean-Marie ? Oui, mais ce qui est le plus spectaculaire dans ce sondage, en effet, c'est la dégringolade d'Édouard Philippe, qui est sanctionné pour ses appels au départ du président. Ce qui est à la fois moralement choquant, vous me direz en politique, la morale, ça n'existe pas. Mais néanmoins, là, il y a une sanction vraie et immédiate. Et en même temps, on voit, oui, que le président de la République, lui, n'est plus entendu. Il est devenu un peu inaudible. Et plus on va se rapprocher de la fin de son mandat, de l'échéance, plus ça va être ça. Hein. C'est ça qui est évidemment difficile. En même temps, vous avez, ça commence à vraiment être beaucoup de candidats, beaucoup de candidatures, notamment au sein du centre et du centre droit, où il faudrait qu'ils s'unissent, mais où ils partent chacun en ordre dispersé. Celui qui était le mieux placé jusqu'à présent, c'était Édouard Philippe. Parce qu'il avait un socle assez stable depuis 2-3 ans, et qui permettait de dire, ben voilà, s'il réussit à faire l'union autour de lui, c'est peut-être lui qui sera le bon challenger face à Marine Le Pen. Et puis voilà que, chemin faisant, il s'est lui-même un peu autodétruit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. Esprit libre avec Géraldine Vosner, rédactrice en chef du magazine Le Point, et l'éditorialiste Jean-Marie Colombani. Bonne fin de semaine et puis rendez-vous vendredi prochain avec David Abiker. À bientôt, 8h54 sur Radio Classique. Dans un instant, le flash.